17h30 sur LCI, l'édition spéciale se poursuit, consacrée évidemment à la disparition de l'Airbus d'Égyptair. Des débris ont été repérés par un bâtiment de la marine grecque. 2 objets de grande taille, blanc et rouge, apparemment des pièces en plastique, nous dit-on. D'autres débris ont aussi été repérés au large de la Crète par un avion militaire C-130 égyptien. Ce sont les 2 informations de ce début de soirée. Selon le ministre égyptien de l'aviation civile, l'attentat est plus probable qu'un incident technique. Quant aux Russes, bien pour le chef du FSB, les services secrets russes, il s'agirait, selon toute probabilité, d'un acte terroriste. Rappelons que l'appareil est donc un A320 d'Égyptair. Il avait décollé dans la nuit vers 23h de Roissy avec 66 personnes à bord, dont 15 Français et 30 Égyptiens. Le signal avec l'avion a été perdu vers 2h30 heure de Paris, sans que les pilotes n'aient pu émettre le moindre appel de détresse. Rappel des faits avec Laurent Eben. Le vol MS-804 d'Égyptair a bien quitté Paris cette nuit à 23h09, avec 25 minutes de retard sur l'horaire prévu. Pendant un peu plus de 3 heures, et d'après les informations dont nous disposons, c'est un vol sans histoire. À bord, il y a 66 personnes, une dizaine de membres d'équipage, des agents de sécurité, une trentaine d'Égyptiens, 15 Français, un Britannique, un Canadien, un Belge notamment. 2h26, heure de Paris, c'est le dernier contact radio avec le contrôle aérien grec. L'avion est passé au large de l'île de Karpathos, quelque part entre la Crète et Rhodes. 3 minutes plus tard, alors que le vol vient de pénétrer dans l'espace aérien égyptien, sa signature radar disparaît des écrans. L'avion est alors à plus de 11 000 mètres d'altitude, encore en croisière, à une distance estimée de 280 km des côtes égyptiennes, quelques minutes avant d'entamer sa descente vers l'aéroport du Caire. Et depuis cet instant, c'est le temps des recherches et des questions. Des bateaux se sont détournés vers la zone présumée du crash. Les armées égyptiennes et grecques y ont envoyé des avions de reconnaissance, retrouvé l'avion pour commencer à expliquer ce qui a pu se passer. Un avion en service depuis 2003, propriété d'Égyptair, un Airbus A320, pareil à celui-ci, qui a effectué 3 rotations hier. Asmara en Érythrée, Tunis en Tunisie, Paris-Charles de Gaulle enfin. Seule certitude à cette heure, une disparition brutale à 11 000 mètres d'altitude par météo calme avec un équipage expérimenté. Problème technique ou explosion, impossible de le déterminer. Une source militaire égyptienne a fait état d'un appel de détresse 10 minutes avant. Avec nous sur ce plateau, Yann Kochnek, bonsoir, vous êtes journaliste à Air et Cosmos, spécialiste de l'aviation civile, et à vos côtés Sébastien Caron, directeur général d'ASCT International, vous êtes spécialisé dans la sécurité et la sûreté aéroportuaire. D'abord, quand on voit ce que disent les radars, notamment grecs, l'avion est à 11 200 mètres et chute pratiquement d'un coup en partant à gauche, à droite, et puis disparaît des radars à environ 5 000 mètres. Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que là aussi on peut plus parler d'attentat à la bombe par exemple que d'accident? Donc c'est moi de répondre. Allez-y, oui. Pour le premier, simplement c'est vrai que cette chute brutale rappelle celle qu'a connue l'Airbus A321 de Metrojet, dont on connaît l'avion russe qui était parti, qui a explosé dans le Sinaï, là avec une bombe dans ses soutes. Tout à fait. Donc ça, quand même, la chute rappelle ce drame précédent. Un avion qui se disloque en quelque sorte, qui est confronté, si vous voulez, à un événement extrêmement grave, qui soit d'ordre malveillant ou technique. Bon, pour Metrojet, c'était un acte malveillant puisque l'attentat a été confirmé. Pour celui d'Égyptair, c'est la récupération des boîtes noires qui nous permettra à tous de mieux comprendre l'enchaînement de... Et rien qu'avec la récupération de débris, on nous dit que des débris ont été repérés, est-ce qu'on va pouvoir savoir des choses? On peut repérer tout de suite des traces d'explosifs ou suivant l'état des pièces? Écoutez, je pense que oui, comme expliqué, on devrait le savoir assez vite. Sébastien Caron. S'il y a une explosion en cabine ou sur un aspect extérieur de l'avion, que ce soit les ailes ou un élément extérieur de l'avion, bien entendu, il y a un souffle. Et ce souffle va laisser des marques sur la carlingue de l'avion qui peuvent être opérées et sur lesquelles, d'ailleurs, après analyse, en général, on retrouve des traces d'explosifs. En effet. Le fait qu'il n'y ait aucun appel de détresse des pilotes, c'est aussi un indice de plus vers un attentat? C'est une question un peu difficile parce que c'est un attentat et donc l'équipage est surpris, un peu comme pour celui du Metrojet. Donc c'est immédiat. C'est une panne technique majeure
et l'équipage est concentré sur son travail de récupération de l'avion, parce que son job, il a été formé pour ça, c'est de sauver l'avion et les passagers. Si on prend l'hypothèse, comme c'était sur l'avion russe, d'une bombe à bord, on sait que l'appareil avait fait un certain nombre d'escales avant, d'abord en Érythrée, puis à Tunis, puis au Caire, puis à Paris. La bombe a pu être mise n'importe où? C'est compliqué, tout dépend de quel type d'engin explosif a été mis en place, mais a priori aujourd'hui ce qui est le plus courant dans ce type d'affaires, s'il s'agit bien d'un attentat à l'explosif, c'est des engins explosifs avec des systèmes barométriques qui permettent de se déclencher avec la prise d'altitude de l'avion, pour se garantir que l'avion explose en altitude et pas au niveau du sol dû à du retard ou autre. Et en général ces systèmes sont chargés dans la dernière escale, parce que ça veut dire que la première prise d'altitude de l'avion va déclencher le premier système de mise de feu de cet engin explosif, suivi en général d'un minuteur derrière. Que si c'est Roissy, c'est quand même extrêmement grave, là. C'est une responsabilité de la France. Exactement, mais encore une fois, aujourd'hui, on n'a pas d'informations réelles, on reste vraiment dans l'analyse toutes les hypothèses. Voilà, on sait qu'à Roissy, dernièrement, 600 personnes qui approchent les avions avaient été remerciées, en quelque sorte, soit parce qu'elles avaient été fichesses, soit parce qu'elles étaient en cours de radicalisation. Vous nous le confirmez? Il y a eu beaucoup de personnel qui se sont vus remercier, en effet, suite à des enquêtes de moralité réactualisées. Et la corrélation des différents fichiers police qui ont été mis en place, bien entendu, derrière les derniers événements qu'on a connus au mois de novembre, l'État français a décidé de refaire l'ensemble des habilitations préfectorales pour obtenir les badges aéroportuaires. Il y a des milliers de salariés. Il y a des dizaines de milliers de salariés. Si on prend des plateformes comme Roissy, oui, on doit être assez proche des 50 000 employés sur la plateforme. Il y a même eu des fouilles dans les casiers. Tout a été mis en place pour essayer de lever le doute, bien entendu, sur des problématiques de moralité des personnels aéroportuaires, sachant que ces personnels, de toute façon, en dehors de leur moralité, sont quand même contrôlés au même titre qu'un passager quand ils vont accéder en zone réservée et se rapprocher des avions. Donc, de toute façon, que ce soit la personne, son bagage à main ou les objets qu'elle transporte avec elle, un employé comme un passager va être contrôlé avant de pouvoir approcher d'un avion. Voilà. Si on balaye encore toutes les hypothèses, tout à l'heure, Yann Kochnek, vous évoquiez la possibilité d'un drone, parce qu'on sait qu'on n'est pas très loin du conflit syrien, qu'il y a énormément d'engins militaires qui circulent dans ce ciel-là. Disons oui, c'était une hypothèse que nous évoquions ensemble. C'est vrai qu'il y a une manœuvre d'évitement assez brutale, puisque l'avion vire à 90 degrés à gauche, si la mémoire est bonne. Donc, ça, techniquement, on ne le fait jamais sur un vol classique. Tout à fait. Donc, il est possible que c'était l'équipage confronté à un objet volant non identifié. Donc, ce n'est qu'une hypothèse, hein, attention. On balaye toutes les hypothèses. Et que, pour éviter cet avion, surpris, pour éviter cet objet, il est effectué une manœuvre d'évitement. Mais alors très brutale. Faut quand même reconnaître que c'est une manœuvre d'évitement très brutale. Parce qu'un virage à 90 degrés, c'est très très brutal. Qu'est-ce qu'on va faire en priorité? Là, il y a des navires militaires sur zone, il y a des avions militaires, que ce soit égyptiens, grecs, français, un Falcon 50 de la Marine nationale, des C-130 américains. La priorité, c'est à récupérer d'éventuels corps en premier. Certainement, ce sera le rôle des bateaux, mais très vite les sonars vont arriver, parce qu'il va falloir essayer de localiser plus précisément. Y compris par des sous-marins sous-marins ou sonars, vous savez qu'à bord des bateaux qu'on immerge, et puis après ils vont chercher leur cible. Donc à partir de là, il s'agira de cerner au plus près les restes de l'avion et puis essayer de récupérer au plus vite les boîtes noires qui certainement ont dû commencer à émettre. Puisqu'elles sont autonomes. Hein. Elles sont autonomes et puis elles émettent Pendant combien de temps? Je me souviens plus de la durée, c'était 15 jours, mais il y a eu des changements, des modifications de réglementation, puisque c'était 15 jours, puis après on a eu souvent ces pertes d'avions en pleine mer, il y a eu Air France, et il me semble que la durée est passée à 45 minutes, il me semble. Enfin, je me souviens plus. 45 jours. De 45 jours, j'ai dit 45 jours. Dans tous les cas de figure, ces débris ont été localisés. On devrait savoir
assez vite ce qui s'est passé ou pas, Sébastien Caron? Oui, si. Normalement, la récupération des boîtes noires va permettre quand même une analyse assez clarifiée de ce qui a pu se produire, oui, sur l'avion. Les débris, eux, vont apporter déjà des éléments, des indices. Mais ces indices seront sans éléments contradicteurs avec ce qu'on pourra écouter dans ces boîtes noires et voir au niveau technique de ce qui s'est déroulé au fur et à mesure depuis la disparition de cet avion. Voilà. Parce que, encore une fois, la dernière communication des pilotes avec le contrôle grec était tout à fait normale. Normal, tout à fait. Par contre, il y a eu un élément qui a provoqué en effet la perte d'altitude et puis les prises de virage de l'avion. Donc, est-ce que c'est lié à une explosion à bord de l'avion? Tout reste à dire encore aujourd'hui. C'est particulier. Les hypothèses sont là.